Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux pathologies orbitopalpébrales. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui a fasciné et intrigué les médecins pendant des siècles, la maladie de Basedow. Au XIXe siècle, cette affection est décrite par Karl Basedow en Allemagne et Robert Grave en Irlande, mais elle était connue bien avant. En Égypte antique, certains papyrus mentionnent des yeux saillants associés à des troubles du corps, et dans l'Angleterre victorienne, on disait que certaines femmes atteintes de Basedow avaient un regard ensorcelant, alimentant les superstitions. Parmi les figures célèbres soupçonnées d'avoir souffert de cette maladie, on trouve la reine d'Égypte Néfertiti, le compositeur Frédéric Chopin, ou encore Henriette Anne d'Angleterre, la fille du roi Charles Ier. Son regard perçant et son amaigrissement rapide ont intrigué la cour de France où elle était duchesse d'Orléans. Au XIXe siècle, Flora Batson, célèbre chanteuse, était connue pour ses yeux perçants et brillants, probablement dû à une exophthalmie. Son regard faisait partie de son charisme scénique et était lié à une maladie de Basedow. Jérémy, passons maintenant, si tu le veux bien, aux atteintes liées à la thyroïde. Quelles sont les pathologies qui peuvent donner des atteintes orbitaires dans les maladies thyroïdiennes? Alors, la 1re pathologie de très, très loin, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est bien évidemment la maladie de Basedow. Donc les pathologies orbitaires liées aux problèmes de thyroïde, on appelle ça les orbitopathies dysthyroïdiennes, et si on utilise le terme de dysthyroïdie, c'est pour dire, en fait, dans les troubles de fonctionnement de la thyroïde. Donc elles sont représentées principalement par les hyperthyroïdies, dont la maladie de Basedow, donc en grande majorité, et de façon bien moindre, mais pas inexistante, également les hypothyroïdies. Principalement donc les atteintes de la thyroïde liées, de façon auto-immune, hein, et aussi bien la maladie de Basedow que la maladie de Hashimoto qui, elle, va créer une hypothyroïdie sur des atteintes auto-immunes, et donc toutes 2 peuvent donner des atteintes orbitaires. Si l'on s'intéresse maintenant donc plus spécifiquement au Basedow, puisque c'est la maladie la plus fréquente qui va donner une atteinte orbitaire, dans quelles circonstances un ophtalmologiste en consultation peut être amené à avoir des patients qui auraient une maladie de Basedow? Alors, dans cette pathologie, l'ophtalmo, il a un vrai rôle puisque, en gros, il va pouvoir rencontrer ces pathologies dans 3 grands cadres. Le premier, pas très fréquent, heu, il y a des patients qui vont venir nous voir avec des signes d'orbitopathie dysthyroïdienne sans que le diagnostic d'hyper ou d'hypothyroïdie n'ait encore été posé. D'ailleurs, parfois, c'est assez rare, mais ça peut arriver, les signes orbitaires sont précurseurs des signes cliniques, généraux liés en général donc à cette hyperthyroïdie, et assez souvent, ils vont quand même arriver de façon un peu concomitante. Donc dans notre interrogatoire, on va pouvoir parfois, suspecter, du fait d'un amaigrissement récent, de transpiration un peu importante, de choses comme ça. Mais les signes orbitaires peuvent être plus bruyants et en première position, ce qui va nous faire, nous, ophtalmos, éventuellement évoquer le diagnostic, éventuellement donc prescrire un bilan biologique à la recherche de cette hyperthyroïdie, et bien sûr la main sera ensuite passée au médecin traitant, voire à un endocrinologue. Voilà, on parlera en parallèle après de l'évaluation, de cette orbitopathie débutante ou non. Voilà, ça c'est la première case. On peut, parfois avoir des patients qui nous sont adressés par un endocrino, par un généraliste en disant: «Voilà, on a découvert récemment une maladie de Basedow, le patient se plaint de signes ophtalmologiques, divers et variés. Et y a-t-il une orbitopathie dysthyroïdienne?» Et donc, ensuite donc à nous de faire cette évaluation. Et enfin, on va parfois avoir des patients, qui ont eu une hyper ou une hypothyroïdie, avec une orbitopathie dysthyroïdienne diagnostiquée, suivie, traitée éventuellement en fonction de sa sévérité, et de nombreux mois après, sur une orbitopathie non active, avec des séquelles assez souvent, là, pour le coup, plus cosmétique qu'autre chose, hein, il n'y a pas, forcément de troubles ophtalmo, on peut être amené ensuite à décider, d'un plan thérapeutique pour une éventuelle réhabilitation, suite, aux dommages causés par la pathologie. Merci beaucoup. Quels sont les signes cliniques de l'orbitopathie dysthyroïdienne? Alors, ils sont
Varié, mais globalement, il y a un certain nombre de signes qui doivent nous faire évoquer cette pathologie. Le plus facile à reconnaître, et le plus fréquent, c'est donc une exophtalmie. Les patients vont arriver avec une impression, de gros d'œil un petit peu sorti de l'orbite, de façon plus ou moins importante et qui peut être symétrique, ou asymétrique, uni ou bilatérale et qui peut être également associé donc à des rétractions de paupières. Les rétractions de paupières, c'est le fait que la paupière supérieure ou la paupière inférieure, peut être en position, anormale et laisser découvrir la cornée de façon plus importante. Cette rétraction, elle peut être uniquement due à l'exophtalmie avec l'œil qui sort en avant, mais elle est souvent associée à une rétraction des muscles également qui va donc aggraver cela. Elle peut être également isolée avec des exophtalmies relativement modérées. Heu, Dans une phase inflammatoire de la pathologie, on peut avoir toute une série de signes inflammatoires associés, avec un chémosis, avec un œdème de la caroncule, et ensuite toutes, tous les problèmes liés à cette exposition cornéenne anormale due à 1 l'exophtalmie, 2 les rétractions palpébrales et donc une mauvaise occlusion, un clignement moins important et ça entraîne tous ces signes d'exposition cornéenne avec une irritabilité, heu, uniquement, sans, marquage fluo, sur la cornée, mais ensuite une simple KPS jusqu'à des ulcérations, cornéennes importantes. À noter cette fameuse, kératoconjonctivite supérieure, et dont celle de Théodore peut être un signe, pas uniquement, mais de, diagnostic, de ces pathologies thyroïdiennes avec cette KPS, localisée, de façon supérieure. Voilà, c'est les signes principaux. Parfois, on va également avoir associé ou de façon, plus bruyante, des problèmes de diplopie, donc de vision double, des patients qui vont se plaindre d'une vision double avec des troubles oculomoteurs, mais qui arrivent rarement seuls et qui sont en général, liés avec une phase inflammatoire un peu importante. Parfait. Et donc quand tu as un patient qui a des signes, s'il n'a pas encore eu le diagnostic, quel, bilan biologique vas-tu prescrire? Alors, si on suspecte une dysthyroïdie, le bilan biologique, il est assez simple. On va principalement demander une TSH ultrasensible. Heu, on peut y associer la T3 et la T4, mais qui ne sont pas toujours, heu, élevées. Ce qui va vraiment être important, c'est cette TSH qui est donc très sensible de la pathologie, qui dans une maladie d'Asdo va être effondrée et au contraire un petit peu plus élevée dans les, hypothyroïdies. Moi, en général, j'associe directement la recherche des auto-anticorps antirécepteurs, au niveau de la thyroïde, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va être très important dans le suivi et dans l'évolution de la maladie. Voilà, s'ils ne sont pas demandés en première intention, c'est pas très grave parce qu'en fait, les endocrinos, pardon, le demanderont, dans un second temps. Quels sont, les signes d'alerte, les signes, que la dysthyroïdie l'orbitopathie dysthyroïdienne, est importante? Quels sont les signes qui doivent amener une prise en charge, parfois en urgence? Quand le diagnostic est posé, même s'il ne l'est pas d'ailleurs, on va devoir, faire effectivement une, évaluation ophtalmologique complète qui va, consister en un examen ophtalmologique complet qui commence par une acuité visuelle, corrigée, un examen à la lampe à fente, de devant à derrière. Donc on va prendre, le tonus oculaire, voir comment est la cornée, et également faire un fond d'œil, à la recherche, de lésions plus postérieures. Heu, En cas, d'inflammation importante, de retentissement cornéen, dès qu'il y a une KPS, voire une ulcération, c'est des signes de mauvais retentissement, de l'orbitopathie. Ça, c'est, clairement la première chose. La seconde chose, c'est que ces patients, surtout dans des petites orbites avec une inflammation importante, on peut avoir également une augmentation de la pression oculaire. Donc ça, c'est un second signe, classiquement qu'on va mesurer, en position regard vers le haut, parce que c'est là où en fait la pression intraorbitaire est la plus importante, mais en gros, recherche d'une hypertonie oculaire qui est un signe également, qui doit nous faire attention. Et troisième chose, tout signe, heu, qui pourrait nous faire évoquer une possible neuropathie optique.
Donc bien sûr, déficit pupillaire afférent pour commencer, une baisse de l'acuité visuelle et tout signe au fond d'œil, une pâleur, de la papille ou des choses comme cela. Heu, En cas de suspicion d'une possible neuropathie optique, il faudra ensuite réaliser des examens qui pourront nous aider à argumenter ce diagnostic avec bien sûr la réalisation d'un champ de vision, d'une vision des couleurs et l'apparition ou de ces symptômes doivent faire ensuite référer le patient à un centre un petit peu de référence pour une évaluation bien complète et une prise en charge thérapeutique, adaptée le plus rapidement possible. Quelles sont les prises en charge actuelles d'une orbitopathie basdoïenne? Lorsque le diagnostic de l'orbitopathie, dysthyroïdienne est fait, heu, l'examen clinique ophtalmo va nous permettre d'établir un score, qu'on appelle le score, CAS, qui est maintenant, reconnu et qu'on utilise un petit peu tous, qui est noté de 0 à 9 en fait et qui va nous permettre d'évaluer la sévérité de l'orbitopathie. Ce score sera réévalué bien évidemment en fonction de l'évolution. Il faut savoir que l'évolution de l'orbitopathie, elle est toujours un peu la même. Elle va suivre une courbe qui s'appelle la courbe de Randle, où on va avoir une phase inflammatoire, plus ou moins rapide, plus ou moins longue de quelques semaines, qui va atteindre un pic et quand ce pic inflammatoire sera atteint, on va avoir ensuite une, disparition progressive des symptômes, sans néanmoins avoir en général un retour complètement à la normale. Et ça, c'est important, heu, que les patients puissent l'entendre et que souvent on a un regard avant l'orbitopathie dysthyroïdienne et un regard après. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on peut rarement récupérer le regard après. On va se concentrer dans cette phase inflammatoire active et assez, souvent, dans la grande majorité des cas, le score d'activité n'est pas très important et donc ces patients vont nécessiter un simple suivi classique, régulier, mais avec des agents mouillants, avec des consignes, d'hygiène générale. Il y a un lien très important entre l'orbitopathie dysthyroïdienne et l'intoxication tabagique, donc on va toujours, leur demander d'essayer de, gérer ça et de faire un sevrage, des agents mouillants et la prise de sélénium qui est le rare élément qui a montré, de maintenir ces, orbitopathies modérées, à une évolution stable. Dès que le score d'activité est un petit peu plus important, heu et on va classer ces orbitopathies de minimes, modérées ou sévères. Les très rares cas graves sont lorsque le pronostic visuel est mis en jeu. Dès qu'on a une orbitopathie active, on a tendance à référer ces patients dans un des centres experts, où il y a, donc une, consultation multidisciplinaire en général qui associe ophtalmo et endocrino et ensuite ces patients seront suivis dans ces centres qui pourront mettre en œuvre, les meilleures thérapeutiques adaptées. Aujourd'hui en France, on va suivre les recommandations de ce qu'on appelle le GOGO, qui est donc l'European Group on Graves Orbitopathie, qui regroupe un petit peu les prises en charge, les plus adaptées et puis qui va donc s'adapter, aux différentes évolutions, scientifiques parce que ça bouge pas mal dans ce domaine. Globalement, heu en cas d'orbitopathie active, les patients vont avoir en première intention des bolus de cortisone, qui sont faits souvent en hôpital de jour, selon un schéma bien défini, avec des doses assez importantes quand même, et une réévaluation un peu régulière. Certains patients avec, une corticodépendance, voire une corticorésistance, peuvent avoir des traitements de seconde ligne, et c'est aujourd'hui, des immunothérapies en général, qui sont décidées au cas par cas, car c'est des traitements, relativement chers et qui vont dépendre un peu des centres, et de leur capacité à avoir accès à ces traitements. Très rarement, mais ça peut arriver en cas de neuropathie optique, compressive dans des petites orbites, avec une réponse peu importante, aux anti-inflammatoires, on peut avoir recours dans ces phases aiguës à des décompressions orbitaires du canal optique qui sont au mieux faits, par voie, endonasale en général. Est-ce que dans certains cas, l'orbitopathie est complètement décorrélée, de l'équilibre, on va dire, biologique, de la régulation hormonale?
Alors, ta question est intéressante parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, heu, dans la grande majorité des cas, les signes de l'orbitopathie dysthyroïdienne et puis il faut rappeler que ça va toucher à peu près cette orbitopathie, on l'a pas dit, mais selon les études, entre 20 et 30 à peu près des patients atteints de maladie de base d'eau. Ces signes, dans la plupart du temps, vont être relativement, associés. C'est-à-dire que, quand même, dans la plupart du temps, on va avoir des signes de dysthyroïdie qui vont un tout petit peu précéder les signes d'orbitopathie dysthyroïdienne. Mais dans de rares cas, on peut avoir des signes d'orbitopathie dysthyroïdienne qui arrivent plusieurs mois, voire plusieurs années avant la dysthyroïdie et on va donc, rechercher régulièrement l'apparition de cette dysthyroïdie et beaucoup plus rarement, un peu plus chez les hommes âgés, on peut avoir, les signes d'orbitopathie dysthyroïdienne qui apparaissent après, donc avec un base d'eau équilibré, assez souvent chez les patients d'ailleurs qui sont fumeurs. Voilà. Le numéro un dans la prise en charge, c'est quand même l'équilibre hormonal et en fait, on s'escrime à avoir cet équilibre hormonal, et on considère qu'on va avoir une stabilité de l'orbitopathie, avec également un équilibre hormonal. Mais clairement, ils vont avoir des patients qui vont avoir, une dysthyroïdie assez rapidement maîtrisée avec les, sous néomercazole ou tyrosol ou même parfois avec, une, thyroïdectomie complète, enfin des choses comme ça et à la fois une orbitopathie qui, elle, va flamber. Donc voilà, donc il y a quand même parfois une décorrélation entre les 2. Tu nous as parlé des patients qui te sont adressés pour une réhabilitation, alors que la maladie maintenant est maîtrisée. Quelles sont les plaintes des patients et les techniques chirurgicales que tu vas employer? Alors, la première chose, c'est bien de s'assurer qu'on est dans cette phase de, stabilité et il est assez rare, sauf, cas, aigu non maîtrisable, qu'on entreprenne, un geste chirurgical avant au moins 18 mois après le début de l'orbitopathie dysthyroïdienne. C'est à peu près, les standards que l'on se donne. C'est parfois beaucoup plus long. Donc bien sûr, ça va dépendre complètement du retentissement de cette orbitopathie sur le regard. Heu, Classiquement, on considère dans un premier temps que, si nécessaire, on va faire un geste, sur l'exophtalmie. Clairement, certaines exophtalmies sont importantes et on ne pourra pas avoir une réhabilitation correcte du regard sans réduire l'exophtalmie. Pour ça, en fait, on va poser les indications de décompression orbitaire. Globalement, le but, c'est l'inflammation de la graisse orbitaire fait que le contenu de l'orbite a augmenté de taille, le contenant n'a pas changé et donc le globe oculaire est parti un petit peu en avant, heu, en plus des autres modifications. Donc le but d'une décompression orbitaire, c'est d'aller faire un petit peu plus de place pour que le globe oculaire puisse, reculer de quelques millimètres. On parle bien de quelques millimètres, hein, c'est pas des choses très importantes. Heu, Aujourd'hui, les décompressions orbitaires ont un petit peu changé. On a tendance, à faire des gestes, le plus possible par des abords conjonctivaux avec des incisions vraiment, peu importantes, en associant, un effondrement de la paroi latérale de l'orbite et surtout, un fraisage, de la grande aile, du sphénoïde, qui va, permettre de gagner de la place, et en y associant éventuellement, une décompression médiale. Voilà, on a tendance à beaucoup moins, faire de décompression inférieure au niveau du plancher, car ce seront celles-là qui sont le plus pourvoyeuses de diplopie, post-décompression. Heu S'y associe toujours une forme de lipectomie, donc en fait, on va également enlever un petit peu de graisse et le but est donc de façon, personnalisée, réduire l'exophtalmie. Cette décompression peut être unilatérale, elle peut être bilatérale en fonction, du retentissement de l'exophtalmie et peut dans le même temps, s'associer à un geste sur les rétractions palpébrales, qu'elles soient inférieures avec une libération des rétracteurs ou supérieures avec un allongement de la paupière. Ces rétractions, si on ne les prend pas en charge dans le même temps, seront pris en charge secondairement. La deuxième phase de réhabilitation, elle va toucher, l'oculomotricité. Donc, on a vu qu'on pouvait avoir une diplopie suite à cette phase inflammatoire. Heu, Après la décompression orbitaire, si la diplopie existait, cette diplopie va en général changer un petit peu. Elle peut disparaître
assez souvent diminuer. Mais la décompression peut également entraîner une diplopie qui n'était pas existante auparavant. Donc en fait, suite à une décompression, qu'on l'ait fait ou pas, enfin si on a même et si on n'en a pas fait, s'il y a une diplopie, la chirurgie oculomotrice va être, prise en charge dans un deuxième temps, avec des techniques, classiques que personnellement je ne maîtrise absolument pas et c'est des strabologues qui font ce genre de choses. Et enfin, la dernière phase, qui peut être la seule dans les cas les plus modérés, va être, cette phase palpébrale, avec un traitement des rétractions, des hernies graisseuses, hein. Les poches inférieures et supérieures peuvent être majorées, voire, parfois de blépharoplastie associée. Passons maintenant à la question du patient. Ce sont des questions qu'on entend souvent en consultation. Il arrive parfois qu'on ait des patients, souvent un peu plus des patientes, jeunes en consultation qui viennent avec, qui nous décrivent, une modification profonde de leur regard, qui sont très complexés par des modifications qui, en fait, quand on les voit, nous paraissent vraiment minimes, voire inexistantes. Est-ce que tu as une manière de prendre en charge, cliniquement, psychologiquement? Quel est l'accompagnement que tu vas proposer à ces patients? Ta question est intéressante parce qu'effectivement, suite à une orbitopathie dysthyroïdienne et là, on va parler de cas, minimes, peu sévères. Néanmoins, il y a un changement du regard et ces patientes, le voient dans leur quotidien, en se regardant dans la glace, dans les vitrines, et elles ont l'impression d'avoir changé, que leur regard a changé. Il y a eu toute la prise en charge, aiguë, toute la prise en charge de leur maladie, endocrinienne et puis effectivement, on arrive à ce moment où on leur avait promis qu'on pourrait faire quelque chose, suite à leur orbitopathie dysthyroïdienne. Et donc elles viennent nous voir, parce qu'en fait, leur regard ayant changé, elles ne se reconnaissent pas complètement et elles arrivent souvent avec des photos d'avant, en nous montrant ces photos et en disant: «Regardez comment j'étais avant» et voilà. Donc en général, quand on examine finement de façon, clinique ces patientes, on va voir des petites modifications. Une il y a clairement une petite exophtalmie, parfois minime, qui peut être radiologique et finalement, c'est des patientes qui ont souvent pas eu de scanner avant donc quelle est l'évolution entre avant et maintenant? On peut avoir des petites rétractions palpébrales qui sont parfois même uniquement dans la mimique quotidienne. C'est des patientes qui arrivent à maîtriser un petit peu leur ouverture, leur fermeture d'yeux, mais en tout cas, elles se trouvent changées. Et c'est vrai que c'est compliqué et je pense qu'il est hyper important déjà dans l'accompagnement dès le départ de ces patients, patientes, de leur dire que la maladie, passe par là et qu'elles auront un regard avant, le problème et un regard après. Et il va être très compliqué, même si on parle de réhabilitation, de leur donner ce même regard d'après. Et c'est assez rare qu'elles soient contente, satisfaite avec ce que l'on peut faire. Si je pense que le clinicien considère que les symptômes sont pas très importants, il faut être réaliste et je pense pas qu'il faille proposer, n'importe quoi à ses patientes. Il faut bien leur expliquer, bien sur des photos, examiner le regard et rester très réaliste sur ce que l'on peut obtenir. Voilà. Parfois, un petit allongement palpébral par voie conjonctivale, un petit allongement palpébral supérieur, avec une résection du muscle de Muller, on y associe une petite exérèse des poches graisseuses, peut vraiment donner un petit mieux. Mais si on considère qu'il ne faut rien faire, je pense qu'il faut rien faire et les accompagner effectivement psychologiquement en leur expliquant que ce regard a changé. Il est difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir de l'oculoplastie? Alors, l'oculoplastie, je pense, est une vraie surspécialité de l'ophtalmologie. Il s'avère que de plus en plus, d'étudiants, d'internes, de chefs de clinique s'intéressent, à cette surspécialité qui, est effectivement extrêmement variée, hein, parce qu'elle regroupe, toutes les prises en charge, des pathologies de l'orbite, des voies lacrymales, des paupières, donc périoculaires, qui peuvent toucher l'enfant, l'adulte, qui sont des pathologies, congénitales, involutionnelles, fonctionnelles, mais également esthétiques. Donc c'est un champ assez large, et dont la plupart des signes fonctionnels vont donc être
diagnostiqués par des ophtalmologues. Donc, c'est, je pense, vraiment une surspécialité que les ophtalmologues doivent garder. Pour moi, elle est, très importante et on doit, donc poursuivre à l'enseigner. Quelles sont les évolutions? Ça reste une, technologie, pas une surspécialité qui reste assez manuelle, qui ne suit pas, en parallèle les évolutions que l'ophtalmologie, suit avec, toutes les systèmes d'imagerie, avec, toutes, les machines qui se développent et voilà, donc je ne pense pas qu'il y a d'énormes nouveautés. Concernant les nouveautés thérapeutiques, beaucoup de choses, sont en train d'être discutées, sur les traitements dans la maladie de base d'eau, dans l'orbitopathie dysthyroïdienne, sur les phases actives et même chroniques. Il y a un nouveau anticorps anti-IGF-1 qui est donc un des, facteurs importants dans l'inflammation orbitaire qui, a été autorisé, par la FDA aux États-Unis, qui semble-t-il, aurait une efficacité extrêmement importante dans les phases actives ou chroniques de cette pathologie et selon, certains auteurs, permettrait de prendre en charge tous les patients. C'est un traitement qui est extrêmement coûteux. Ces études sont construites de façon un peu particulière et sont donc aujourd'hui très critiquées en Europe. Nous n'avons pas accès à ces thérapeutiques de la même façon que les Américains ont accès et donc, voilà. Si, ces traitements sont vraiment si efficaces, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de réponse et de nombreuses études sont en cours. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans cet épisode sur l'oculoplastie du podcast Ophthalmo. C'était passionnant. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.